Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'argumentation de Montaigne en faisant une étude comparée. Alors, l'étude comparée, c'est une méthode épistémique. Quand on veut connaître les caractéristiques d'une chose, on la compare à autre chose et ainsi la spécificité de cette chose apparaît. Donc il faut toujours, pour pouvoir décrire une argumentation, avoir en tête ce qu'elle aurait pu être. Alors on va s'appuyer sur un épisode célèbre de l'utile et de l'honnête, début du 3e livre, et de l'amitié, livre 1,28 ou 1,27 en fonction des éditions. Alors moi j'utilise l'édition de Jean Séhard de 1999 et il a déplacé un essai, donc traditionnellement c'est un 28 mais ici c'est un 27. Alors pourquoi j'ai quand même gardé un 28 alors que dans mon édition ce n'est pas le cas? Eh bien parce que c'est l'essai central comme une cicatrice et aussi parce que Montaigne est né le 28 février et il avait 28 ans quand la Boétie est mort. Voilà pourquoi j'ai quand même pensé qu'on pouvait garder un 28. Alors les objectifs de cette capsule sont déjà de s'interroger sur la notion d'argumentation chez Montaigne, en quoi cette notion, cette phrase, ce syntagme est déjà peut-être un paradoxe. Puis de mieux comprendre l'argumentation de Montaigne, c'est-à-dire sa structure et les ressorts de cette argumentation. Alors pourquoi parler d'argumentation chez Montaigne peut sembler un paradoxe? Parce que dans l'essai du repentir, il dit « Les autres forment l'homme, je le récite, je n'enseigne point, je raconte ». Autrement dit, il se place en observateur qui décrit simplement. Or, un observateur n'argumente pas. Mais Montaigne est magistrat et il ne peut pas s'empêcher d'argumenter. Alors nous allons d'abord voir un résumé des démarches des deux essais que nous allons comparer, des deux extraits que nous allons comparer, puis nous allons voir en détail. Alors nous avons ici deux portraits présumés, à gauche Montaigne, à droite la Boétie, puisque je vais m'appuyer sur l'essai de l'amitié. On ne sait pas à quoi ils ressemblent, ni l'un ni l'autre, donc ce sont des portraits présumés. Alors, les deux techniques d'argumentation, donc dans De l'utile et de l'honnête, donc c'est un épisode très célèbre. Il part de l'exemple, il énonce ensuite sa thèse, qui est contre la doxa, et selon Comte Sponville dans une vidéo sur le site de l'ENS par rapport à la philosophie des épicuriens, Montaigne par rapport aux épicuriens, ce serait aussi les stoïciens et les épicuriens. Puis son argumentation et les conséquences sociales. Ensuite, il énonce une exception et il débouche sur une nouvelle vision qui est la vision de la loi morale, qui doit prévaloir contre ce qu'on peut penser intuitivement. Donc il part ici de l'exemple. Alors que dans l'amitié, il part de la thèse, puis il argumente. L'argumentation est elle-même subdivisable. Cause, développement, rejet des stoïciens. Il argumente à partir d'Aristote, donc il y a Aristote en toile de fond. Puis deux conséquences qui sont intégrées dans l'argumentation. Donc ce sont en fait des arguments. Ensuite, il arrive à deux exemples historiques. Alors que dans De l'utile et de l'honnête, il partait d'un exemple qui était en fait une mise en situation. Puis, il conclut sa démonstration de manière circulaire par un retour
et une réénonciation de la thèse initiale. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je continue sur le détail des argumentations. Bon, j'ai dit qu'on allait étudier à la fois la structure et les ressorts. Donc, la structure, c'est un des ressorts. Mais nous allons étudier aussi, par exemple, l'utilisation des pronoms personnels, l'insertion des citations qu'il faut toujours commenter chez Montaigne et toutes les expressions de la subjectivité. Alors déjà, il démarre par une mise en situation concrète, l'expérience exemple. Donc là, c'est en fait ce qui est écrit en cursive, c'est en fait l'extrait entier. Alors je vais le lire, il est très très court et il est aussi très célèbre. Alors je vais le lire tranquillement. Des voleurs vous ont pris, ils vous ont remis en liberté, ayant tiré de vous serment du paiement de certaines sommes. On a tort de dire qu'un homme de bien sera quitte de sa foi sans payer, étant hors de leurs mains. Il n'en est rien. Ce que la crainte m'a fait vouloir une fois, je suis tenu de le vouloir encore sans crainte. Et quand, même si, elle n'aura forcé que ma langue, sans la volonté, encore suis-je tenu de faire la maille bonne de ma parole. Pour moi, quand parfois elle a inconsidérément devancé ma pensée, j'ai fait conscience de la désavouer pourtant. Autrement, de degré en degré, nous viendrons à abolir tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses. Comme si en vérité on pouvait faire violence à un homme courageux. Citation. En ceci seulement à loi, l'intérêt privé, de nous excuser de faillir à notre promesse si nous avons promis choses méchantes et iniques de soi. Inique signifie injuste. Donc d'abord mise en situation concrète. Les voleurs vous ont pris, ils vous ont remis en liberté, ayant tiré de vous serment du paiement de certaines sommes. Donc c'est vraiment une mise en situation parce qu'il emploie la seconde personne du pluriel. Donc le récepteur de la personne qui lit les essais, donc le récepteur, donc émetteur-récepteur d'un message, en l'occurrence la personne qui lit les essais, est mise en situation. Argumentation, donc c'est le contrat, et c'est donc un paradoxe, puisque Montaigne rejette la thèse commune, et c'est ainsi qu'il l'expose. Donc en même temps, par une formule très économique, il expose la thèse qu'il rejette. On a tort de dire qu'un homme de bien, alors homme de bien, c'est un argument d'autorité. Ici, il se réfère au code noble, des gentilshommes. Un homme de bien sera quitte de sa foi sans payer, étant hors de leurs mains, il n'en est rien. Donc là, phrase très simple. Ce que la crainte m'a fait vouloir une fois, je suis tenu de le vouloir encore sans crainte. Ici, il passe de un homme de bien, qui est donc un argument en soi, un argument d'autorité, puisqu'il y a tout le code des gentilshommes, de la noblesse, de la parole dans la France féodale, donc de l'Ancien Régime. Ce que la crainte m'a fait vouloir une fois. Donc maintenant, on est passé de l'homme de bien à je. Je suis tenu de le vouloir encore sans crainte. Donc il n'y a pas de prescription temporelle. Développement. Même si elle n'aura forcé que ma langue, donc la parole, sans la volonté. Encore suis-je tenu de faire la maille bonne de ma parole. Donc là, il répond à des détracteurs éventuels. Oui, non, ok, oui. Même s'il n'y a pas la volonté, eh ben oui, j'ai donné ma parole, je tiens parole. Ici, ensuite, il revient sur lui. L'exemple, c'est lui. Pour moi, quand parfois elle a inconsidérément devancé ma pensée, donc imaginons, on demande, Comte Sponville dit, on demande 10 000 €. J'ai fait conscience de la désavouer pourtant. D'accord? Donc, j'ai fait conscience, c'est factuel.
c'est un fait. Alors pourquoi il a raison contre l'opinion commune? Quelles sont les conséquences sociales? Autrement, de degré en degré, nous viendrons à abolir tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses. Et là, maintenant, il passe à la première personne du pluriel. Et il insère une citation, comme si en vérité, on pouvait faire violence à un homme courageux. Donc, l'homme de bien, c'est devenu maintenant un homme courageux. Et donc, il exalte des vertus qui sont celles des vertus nobles. Exception à la règle vertueuse, justement, sauf si ce n'est pas vertueux. En ceci seulement a loi l'intérêt privé de nous excuser de faillir à notre promesse si nous avons promis chose méchante et inique de soi. Alors, on vous dit on te relâche mais tu dois tuer je sais pas qui. Alors là, on n'est pas tenu de tenir parole. Donc Montaigne énonce une loi morale qui est liée à la vertu et je vous renvoie à ma vidéo précédente qui porte sur les apports de Montaigne à la philosophie morale. Conclusion, car le droit de la vertu doit prévaloir le droit de notre obligation. Droit, pour les gens qui pensent que Montaigne n'est pas un grand écrivain. Il l'est. Voilà donc ici, homme de bien, homme courageux, le jeu des pronoms, le fait qu'il se prenne lui-même en exemple, l'insertion de la citation et la prévalence de la vertu. Donc le sens, c'est qu'il y a l'exposition de la noblesse, les valeurs nobles. Noblesse au sens de gentil, c'est-à-dire gentilhomme. Donc l'exposition de la mise en avant de valeurs nobles. Je passe maintenant à l'essai suivant. Alors ici, c'est totalement différent puisqu'il part d'une thèse. Il part de la thèse que on ne peut avoir qu'un seul ami parce que l'ami dont il parle, c'est une âme en deux corps, selon la très propre définition d'Aristote. Alors, thèse, argumentation, puis dans l'argumentation, il y a deux conséquences qui en fait font partie de l'argumentation, puis il passe aux exemples historiques qu'il analyse et il en vient à une conclusion qui est un retour à la thèse, donc dans une argumentation circulaire. Donc il réénonce la thèse. Alors en ce noble commerce, encore ici, on voit qu'il exalte des vertus nobles. En ce noble commerce, les offices et les bienfaits nourriciers des autres amitiés ne méritent pas seulement d'être mis en compte. Et si vous connaissez comme moi l'essai de l'amitié par cœur, et que vous commentiez seulement cet extrait, vous pourriez citer ce qui précède, qu'on ne me mette pas en peine les autres amitiés, on s'y tromperait. Voilà. Ensuite, l'argumentation. Alors, il identifie d'abord la cause du problème, puis il développe. Cette confusion si pleine de nos volontés en est cause. Donc, cette confusion si pleine de nos volontés est reprise par véritablement parfaite et n'étant qu'une âme en deux corps. Donc là, si on devait commenter ici les ressorts de l'argumentation, il y aurait une opposition entre l'un et le double, puisqu'il est en train de montrer la fusion des âmes, très très belle fusion des âmes qu'il a décrite avant avec la Boétie, en disant qu'on ne distingue plus la couture qui les a jointes, donc métaphore de la couture. Donc ici, ce qui est parfait est un. Car tout ainsi que l'amitié que je me porte ne reçoit point augmentation pour les secours que je me donne aux besoins, et là, il rejette
l'argumentation stoïcienne, quoi que disent les stoïciens. Et comme je ne me sais aucun gré du service que je me fais, aussi, l'union de tels amis étant véritablement parfaite, elle leur fait perdre le sentiment de tel devoir et haïr et chasser d'entre eux ces mots de division, différence, bienfait, obligation, reconnaissance, prière, remerciement et leur pareil. Donc, analyse lexicale de tout ce qui n'est pas l'amitié. Il ne peut pas, de même qu'on ne peut pas se remercier soi-même, on ne peut pas non plus remercier un ami, parce que nous sommes un. Il retient donc la définition d'Aristote qui est en arrière-fond de tout le texte. Tout étant par effet commun entre eux, volonté, pansement, jugement, bien, femme, enfants, honneurs et vie, et leur convenance, n'étant qu'une âme en deux corps, selon la très propre définition d'Aristote, ils ne se peuvent ni prêter ni donner à rien. Voilà. Alors, il y a ensuite deux conséquences. Une conséquence sur la juridiction matrimoniale et une conséquence morale sur l'amitié entre amis. Mais ces deux conséquences qu'il tire font partie de l'argumentation et sont des arguments. Introduction par « Voilà pourquoi les faiseurs de loi, pour honorer le mariage de quelque imaginaire ressemblance de cette divine liaison » et quand on lit ce qui précède sur la Boétie, par quelque ordonnance du ciel, fatale et divine liaison, le mot divine est cité 2 fois dans cet essai, défendent les donations entre le mari et la femme, voulant inférer par là que tout doit être à chacun d'eux et qu'ils n'ont rien à diviser et partir ensemble. Voilà. Donc voilà pourquoi les faiseurs de loi. Donc il s'appuie sur les faiseurs de loi. C'est une conséquence, mais c'est en même temps un argument. Et maintenant, conséquence morale sur l'amitié entre amis et nouvelle thèse morale qui est un renversement contre-intuitif puisque ça va tellement loin que dans l'amitié de quoi il parle, donc, je cite Montaigne, dans l'amitié dont il parle, en français moderne, c'est l'ami qui rend le service qui est obligé. Et d'ailleurs, voilà pourquoi il rend le service. Il ne donne pas, il rend. Alors, si en l'amitié de quoi je parle, l'un pouvait donner à l'autre plus que toute autre chose de s'entre-bien faire, celui qui en prête matière et l'occasion est celui-là qui fait le libéral, donnant ce contentement à son ami d'effectuer en son endroit ce qu'il désire le plus. Et donc là, pour illustrer, il va citer 2 exemples historiques, pas n'importe lesquels. Ces exemples sont aussi des arguments d'autorité puisqu'il cite le philosophe Diogène et il cite une autre personne anonyme qui s'appelle Eudamidas. Alors, argument d'autorité. Quand le philosophe Diogène avait faute d'argent, il disait qu'il le redemandait à ses amis, non qu'il le demandait. Et pour montrer comment cela se pratique en effet, j'en citerai un ancien exemple singulier. Donc là, il introduit un autre exemple après cette phrase qui résume ce que disait Diogène. Alors maintenant, c'est un peu plus long. Petite narration. Eudamidas, corinthien, venant à mourir étant pauvre, et ses 2 amis riches, il fait ainsi son testament. Je lègue à Aréthéus de nourrir ma mère et l'entretenir en sa vieillesse. À Carinexus de marier ma fille et lui donner le douaire le plus grand qu'il pourra, et aucun que l'un d'eux vienne à défaillir, je substitue en sa part celui qui survivra. Ceux qui premiers virent ce testament s'en moquèrent. Mais ses héritiers, en ayant été avertis, l'acceptèrent avec un singulier contentement. Donc, voilà pourquoi le renversement de Montaigne est contre-intuitif, mais il est obligé de recourir à des amitiés de l'Antiquité pour montrer que c'est vrai. L'acceptèrent avec un singulier contentement. Et l'un d'eux, Carinexus, étant trépassé 5 jours après la substitution, étant ouverte en faveur d'Arétus,
il nourrit curieusement cette mère, et de 5 talents qu'il avait en ses biens, il en donna les 2,5 en mariage à une sienne fille unique, et les 2,5 pour le mariage de la fille de Damidas, desquelles il fit les noces en même jour, hein, comme si c'était son autre fille. Alors maintenant, il va analyser l'exemple en expliquant que, bon, il a ses limites. Cet exemple est bien plein. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs amis là-dedans. Il en a 2. Si une condition en était à dire, donc, petit problème, si une condition en était à dire, sauf que, qui est la multitude d'amis? Car cette parfaite amitié de quoi je parle, il reprend la formule du début, est indivisible. Chacun se donne si entier à son ami qu'il ne lui reste rien à départir ailleurs. Au rebours, il est mari, c'est-à-dire il est fâché, qu'il ne soit double, triple ou quadruple, et qu'il ait plusieurs âmes et plusieurs volontés pour les conférer toutes à ce sujet. Donc, ok, bon. Il voudrait être plus, donc ok, il voudrait être plus, mais c'est tout ce qu'il a. Les amitiés communes, on les peut départir. On peut aimer en ce tu-ci la beauté, en cet autre la facilité de ses mœurs, en l'autre la libéralité, en celui-là la paternité, en cet autre la fraternité, ainsi du reste. Mais cette amitié qui possède l'âme et la régente en toute souveraineté, il est impossible qu'elle soit double. Alors maintenant, il va s'adresser aux lecteurs, aux lectrices, parce que c'est un livre écrit en langue vulgaire en français pour que les femmes puissent le lire, qu'il va mettre face à des situations problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Si 2 en même temps demandaient à être secourus, auquel courriez-vous? Donc là, adresse directe, avec la seconde personne du pluriel. S'il requérait de vous des offices contraires, quel ordre y trouveriez-vous, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Si l'un commettait à votre silence, chose qui fût utile à l'autre de savoir, comment vous en démêleriez-vous, hein, avec l'histoire du secret? Qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui vous confie un secret, bon. Conclusion de la démonstration. Il réénonce la thèse, et avec toute l'argumentation maintenant, on est censé avoir compris. L'unique et principale amitié découle toutes autres obligations. Le secret que je n'ai juré de ne déceler à nul autre, je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre, c'est moi. C'est un assez grand miracle de se doubler. Et en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de se tripler. Rien n'est extrême qui a son pareil, et qui présupposera que de 2 j'en aime autant l'un que l'autre, et qu'ils s'entraiment, et même autant que je les aime, ils multiplient en confrérie la chose la plus une et unique, de quoi une seule est encore la plus rare à trouver au monde. Donc là, des superlatifs, la plus, et puis surtout l'hyperbole. L'hyperbole qui est une formule rhétorique. Voilà, on arrive à la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Je vous remercie. À très bientôt.